Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire pour la sortie du référentiel économique du vigneron, référentiel 2025. Je me présente, Christophe Geoffroy, Chambre d'agriculture, et j'ai l'honneur et la joie d'inviter Carl Frédéric, auteur d'AOC Conseil. Carl Frédéric, Bonjour. bonjour. Guillaume Bonjour. Gastaldi, Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Bonjour, Bonjour. Guillaume. Alors, on est une heure ensemble. On a décidé de répartir notre présentation, grosso modo 45 minutes de présentation du référentiel et surtout de ses nouveautés, et un quart d'heure, 10 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. 2025 avec un certain nombre de nouveautés. Alors peut-être déjà rappeler que le référentiel du vigneron, c'est une longue histoire puisque on a marqué dans le diaporama, c'est plus de 25, plus de 15 ans, mais je dirais même plus puisque les premiers référentiels du vigneron datent de, si je ne me trompe pas, de 1984. Donc un référentiel économique du vigneron mis à jour tous les 4 ans. Et là, exceptionnellement, on sort un référentiel qui sera mis à jour en 2025, mais sur un laps de temps plus court, 2025-2027, parce que force de constater que depuis quelques années, on subit ou vous vivez une hausse d'un certain nombre de charges. Point nouveauté aussi, c'est un travail collectif. Alors je vais laisser Guillaume présenter le projet Rehabiti qui a permis et qui permet de sortir 4 référentiels du vigneron en 2025. Oui, effectivement, donc merci Christophe. Ce projet-là, il a été porté grâce à un projet de R&D qui est propre au réseau des chambres d'agriculture. Ce sont des projets réflexes et qui permettent de dégager du temps pour travailler des thématiques d'importance comme sur les références technico-économiques, mais aussi de les transférer ensuite à l'ensemble du réseau. Et donc, pour être court sur le projet Rehaviti, il y avait deux axes. Il y avait l'harmonisation de la méthodologie de production des référentiels économiques au niveau du Val-de-Loire, la consolidation de cette méthodo. Donc c'est pour ça qu'il y a désormais quatre référentiels économiques selon la même méthode et selon les mêmes bases méthodologiques. Et par contre, le deuxième axe de ce projet-là, c'est aussi la montée en compétence des conseillers viticoles de la Chambre d'agriculture sur le volet économique. On constate que le contexte actuel est de plus en plus challengeant pour les entreprises viticoles et on considère que nos conseillers viticoles, qui sont déjà de très bons agronomes, doivent aussi être à l'écoute du chef d'entreprise qu'est le vigneron et pouvoir accompagner l'exploitation viticole dans sa dimension système. Donc, voilà. Merci Guillaume. Alors je rappelle que c'est l'autre référentiel du vigneron est à destination bien sûr en premier lieu des viticulteurs, des porteurs de projets, puisque lorsqu'on a des jeunes qui viennent s'installer, très souvent ils se comparent, ils prennent des points du référentiel, les partenaires économiques, c'est pour ça que vous êtes nombreux ce midi à nous rejoindre, et aux différents décideurs politiques. Euh, un petit point sur la méthodologie du référentiel du vigneron, parce que c'est vrai qu'en préparant ce webinaire, on disait que peut-être que certains d'entre vous ne connaissaient pas donc le référentiel. Alors l'objectif, c'est de bien calculer un coût de revient de l'ensemble de la partie viticulture, c'est-à-dire de la plantation, en passant par le coût de production du raisin, les coûts de vinification, les coûts de conditionnement et bien sûr le coût de mise en marché. Et c'est vrai qu'on a voulu cette année marquer les choses avec notre partenariat OC Conseil sur la mise en marché, sur les coûts de commercialisation. Et un point qui nous paraissait important, et on va le développer tout à l'heure, sur la création de valeur, pour qu'effectivement on soit sur des systèmes durables et pérennes, et puis surtout viables et vivables économiquement. Alors, un petit point important en termes de méthodologie, on retrouve bien sûr l'ensemble des charges d'approvisionnement, les charges opérationnelles. Le choix qui a été fait en termes de méthodologie concernant l'amortissement du matériel, on part sur un parc matériel à neuf, on le prend à demi-vie et on l'amortit à partir de cette demi-valeur. Donc ça a toujours été un parti pris que l'on a fait. Ça, c'est sur la partie amortissement. Sur le coût de la rémunération de la main-d'œuvre, l'hypothèse que vous allez voir est basée sur
1 € de l'heure. L'ancien qui datait d'il y a 4 ans de mémoire, on devait être à 18 €. Donc effectivement, vous le verrez dans les résultats que Guillaume présentera, ça a un effet important. Point important également, les charges de structure sont réparties en fonction des clés de répartition, en fonction du process de production. Et les charges de structure, on se base sur une étude de groupe qui sort chaque année entre les chambres d'agriculture et puis les différentes AS. Pour être plus précis sur la méthodologie, si je prends les coûts de plantation, effectivement, on note les temps de main-d'œuvre, l'amortissement du matériel qui est mobilisé pour réaliser la plantation, les plants, et vous verrez peut-être tout à l'heure dans le détail avec Guillaume, il y a eu quand même une augmentation des plants, le palissage, la fertilisation, les produits phyto, les carburants, les prestations, et puis la prestation de plantation, le fermage et les frais financiers. Concernant les coûts de production du raisin, on retrouve la même chose, hein, les temps pour chaque travaux, les amortissements, tout ce qui est fertilisant, produits phyto, remplacement, le liage, les agrafes, les complants, l'amortissement de la plantation qui est sur 25 ans. Ça, c'est un point aussi important parce qu'en fonction des cépages, on pourrait être sur des amortissements plus courts ou plus longs, mais on a retenu 25 ans. Et on retrouve tout ce qui est charges liées à l'activité, donc le carburant, les entretiens, bâtiments, matériels, les assurances, fermage et les prestations de vendange mécanique. Vinification, le temps, bien sûr, l'amortissement du chai, du matériel, tout ce qui est intrant, les produits œnologiques, l'énergie, et on le verra tout à l'heure, l'énergie a un impact quand même assez important sur l'augmentation des coûts de vinif, l'eau, l'assurance, les bâtiments, les frais, les entretiens, les frais d'analyse et les différentes cotisations. Les coûts de conditionnement, donc matière sèche, et très souvent on est interpellé par les viticulteurs par rapport à la très hausse de la charge bouteilles et bouchons. Donc, on retrouve les bouteilles, bouchons, étiquettes, capsules et cartons. La main-d'œuvre pour la préparation de la mise, l'encartonnage et l'amortissement du chai de stockage ou du stockage des matières sèches. Pour terminer, et Carl Frédéric, tu vas pouvoir le développer un peu plus tard, sur les coûts de mise en marché, parce qu'effectivement, c'était un petit peu le petit talon d'Achille que l'on avait sur les différents référentiels du vigneron jusqu'à maintenant. Donc, on a voulu aller beaucoup plus loin sur la partie commercialisation avec la main-d'œuvre, les salariés ou le temps de l'exploitant sur la partie commerciale et les différents supports de communication, les produits dérivés, participation au salon, les frais de déplacement et site web. Et on le verra tout à l'heure, Carl Frédéric, on peut monter très vite sur les coûts de commercialisation. Point important, hein, je le répète, toute heure passée sur l'exploitation est rémunérée sur une base de 21 heures. 21 € de l'heure, pardon. Ceci peut expliquer notamment l'écart que l'on peut avoir entre un coût de revient calculé chez un viticulteur, où des fois l'ensemble des heures et notamment des bénévoles ne sont pas rémunérés. Donc là, c'est une chose importante, tous les travaux réalisés sont rémunérés sur une base de 21 heures. Alors, 4 référentiels. Un référentiel est basé sur une hypothèse. Alors, je vous rassure, on ne va pas détailler l'ensemble des hypothèses, mais c'est bien pour dire que le référentiel du vigneron se base sur ce qu'on appelle un K-type, c'est-à-dire sur une exploitation qui représente une majeure partie de l'appellation. Alors, je prends celle que je connais un peu mieux, je prends de Touraine Est 3741 sur une densité de 6500 cep à hectare. Donc, le référentiel du vigneron du 41-37 se base sur un domaine viticole de 20 hectares avec un rendement de 55 hectos, ce qui fait un volume vinifié de 1100 hectos. On retrouve donc l'équivalent temps plein, que ce soit à la vigne, à la cave, sur la partie commercialisation, et la répartition, la clé de répartition du volume vinifié. Dans l'hypothèse que l'on a, 900 hectos est valorisé en bouteille et 200 hectos
est valorisé au négoce. Donc, derrière les 4 référentiels du vigneron que vous retrouverez dans la conversation. Si vous suivez la conversation, il y a 2 liens que Guillaume et moi-même avons mis où vous pouvez télécharger les 4 référentiels. Donc, point important. Donc, derrière chaque référentiel, vous avez est basé sur un cas type, sur une exploitation type. Ce qui veut dire que si au niveau d'une appellation, d'une commune ou d'un viticulteur, si vous souhaitez réaliser un travail plus fin, on changera les hypothèses et à partir des éléments que l'on a emmagasinés, ça permettra d'affiner les calculs pour répondre au mieux aux hypothèses retenues. Alors, pour être très visuel, je ne sais pas si c'est très clair sur la diaporama, mais en tout cas, je vais vous expliquer. La première, là, vous êtes sur la fiche coût de production du raisin pour 1 hectare de vigne. Sur la partie colonne Christophe, gauche. est-ce que tu peux passer la slide? Je pense pas qu'elle. Je pense. Ah, Moi, j'ai encore la première page, a priori. est-ce que. Non, moi ça défile. Ah, Ah, ok. Ah, je Autant sais pour pas. moi. bon, donc là, c'est une capture d'écran du référentiel du vigneron sur le coût de production du raisin. Donc, première colonne à gauche, vous allez retrouver donc les différentes étapes. Là, on est sur la production du raisin. Donc, les travaux en d'hiver, les travaux de printemps. Alors, c'est un point d'innovation par rapport aux différents autres référentiels qui étaient plus synthétiques. Là, il y a une volonté d'être un peu plus précis dans le détail des différentes étapes de la production de raisin. Vous avez en colonne 2 les différents temps passés pour cette tâche-là. Ensuite, vous avez l'amortissement, vous avez les appros liés à cette activité ou à cette tâche-là, et ensuite la main-d'œuvre, mais qui est en euros. Donc là, sur le même document, vous avez le temps passé, l'amortissement, les appros et la main-d'œuvre en euros. Et innovation, si on peut dire, on retrouve à droite le coût de production hors AB et le coût de production en AB. Voilà, on a voulu figurer sur le même document les deux approches. Donc, lorsque c'est le même chiffre, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de différence entre une approche AB ou hors AB. Et lorsque vous avez donc 2 colonnes avec 2 chiffres séparés, ça veut dire qu'on est rentré dans le détail de, de- entre AB et hors AB. Ensuite, en dessous, vous avez tout ce qui est amortissement et puis la synthèse. Donc, toutes les fiches sont calées sur le même dispositif. Voilà en termes de méthode. Alors, je propose que Guillaume Oui. présente un peu les Donc, chiffres 2025. on va mettre fin au suspense, on va vous donner les chiffres. Donc les chiffres que vous allez voir, c'est important de le redire, ils sont bien basés sur toutes les hypothèses euh, que vous a précisé Christophe précédemment. Et en fait, l'enjeu, c'est de donner des repères moyens aux vignerons dans un fonctionnement d'exploitation donné. Et par contre, en intégrant tous les coûts, c'est-à-dire en intégrant à la fois tous les coûts de main-d'œuvre, en rémunérant l'ensemble des temps passés, mais aussi en considérant que le matériel, il doit être fonctionnel sur l'exploitation et renouvelé régulièrement quand il y en a besoin et que l'exploitation est donc en capacité de renouveler le matériel. Et vous voyez que la première ligne, là, les cases vertes, reprend le coût de plantation. Et ça nous paraît très important de bien insister sur les coûts de plantation parce que donc là, c'est les coûts de plantation de la plantation en elle-même et des façons culturales de la première et de la deuxième feuille. Et la plantation peut être considérée comme une action agronomique, mais nous, on le considère surtout comme une action structurante pour l'entreprise qui permet à la fois de soutenir le potentiel de production, mais aussi le capital de l'entreprise viticole. Et c'est pour ça que vous voyez que le montant peut être très important et que ce n'est pas à prendre à la légère pour les entreprises. Et, et en gros, si vous considérez, on le reverra après, mais l'amortissement matériel, le coût de plantation, ça peut représenter jusqu'à quasiment 30% du coût de revient. Et en fait, une exploitation qui vit sans renouveler son vignoble et avec du matériel hyper amorti, elle aura donc des coûts de revient inférieurs, mais par contre, elle met en péril son entreprise, y compris dans une perspective de transmission de l'entreprise.
Donc, vous voyez que pour le Muscadet, l'Anjou-Saumur, Ouest 37, Touraine, S37 et Sancerre, on arrive globalement à des coûts de production, des coûts de plantation, pardon, supérieurs à 30 000 euros, avec évidemment des coûts supérieurs pour des vignobles à densité plus étroite, avec plus de cèpes à l'hectare. Et ces coûts-là traduisent une augmentation de 20% en moyenne par rapport au précédent référentiel. Donc c'est une augmentation très significative de ces coûts. Ensuite, vous avez en orange les coûts de production à l'hectare en raisin conventionnel. Donc vous voyez on a passé facilement le cap des 10 000 euros de l'hectare. Et ce qui explique aussi pourquoi le coût à Sancerre est beaucoup plus élevé, c'est que par rapport à la typologie du vignoble et au fonctionnement du vignoble, on est sur une exploitation de 10 hectares. Et donc, évidemment, en termes d'amortissement matériel et en termes de gestion des charges de structure, c'est impactant. Et donc, c'est ce qui se concrétise par des coûts de production hectare supérieurs aux autres vignobles pour lesquels on est autour de 11-12 000 euros en moyenne. Et donc ces coûts de production-là s'entendent avec des vendanges mécaniques, donc de la taille jusqu'au vendange. Et ils intègrent aussi l'amortissement des coûts de plantation que vous voyez au-dessus, que l'on amortit sur 25 ans. Donc on estime que le coût de production du raisin doit aussi rémunérer l'amortissement de la plantation. Et donc là encore, pour le coût de production du raisin, on est sur une augmentation de l'ordre de 20% en moyenne sur les différents référentiels par rapport aux éditions précédentes. Pour terminer sur cette diapo-là, les frais de vinification. Alors, sur les frais de vinification, c'est très important aussi de préciser qu'on est dans le contexte d'une cave particulière qui vinifie aux environs de 1000 hectos. Et donc, évidemment, on n'a pas les mêmes économies d'échelle et pas les mêmes contraintes d'amortissement que des exploitations qui vinifieraient beaucoup plus de vin et donc qui auraient des latitudes à amortir les équipements et faire des économies d'échelle supérieures. Et donc on est autour de, en moyenne, une quarantaine d'euros de l'hecto pour ces frais de vinification. Et vous voyez que pour le muscadet, donc c'est en fait tous ces référentiels-là, ce qui est important de dire aussi, c'est que il y a un groupe de professionnels qui suit l'élaboration de ces référentiels et qui fait régulièrement des arbitrages quant à la méthode et aux indicateurs qui sortent. Et donc là, pour le muscadet, il nous avait paru important de bien faire apparaître des coûts d'élevage, parce que c'est un marqueur des vins de ce vignoble-là. Et donc, vous voyez que les coûts d'élevage, donc plutôt sur des élevages longs, on est autour de 28 euros de l'hectolitre. Je ne sais pas si tu as prévu d'en parler, Guillaume, plus tard. C'est quoi les deux postes qui contribuent au plus à cette augmentation? Alors, on va y revenir après, mais c'est D'accord. l'énergie et ouais, c'est Déjà, principalement l'énergie, les intrants. Et puis, main-d'œuvre. il y a quand même des frais de main-d'œuvre aussi dans les vinifications. Donc, voilà. Ok. Je te propose d'avancer, Christophe. Donc là, la même chose, cette fois en focus euro par bouteille. Donc, vous voyez que pour la production du raisin, alors, donc là, pour la bouteille, on fait apparaître aussi les rendements. Et vous verrez en fin de présentation que, évidemment, ces coûts de revient s'entendent à un certain niveau de rendement et que dès que on baisse le rendement, bah forcément, ces coûts, on les augmente fortement. Ou à contrario, si on augmente le rendement, ces coûts ont tendance à diminuer via les économies d'échelle. Donc, vous voyez qu'on sort à 2,02 € la bouteille pour un rendement de 45 hecto-hectares en muscadet. Pour la production de raisin, 1,54 en Anjou-Saumur, 1,59 en Touraine S37 pour des rendements à 55 hectos et 1,97 à Sancerre. Et donc si on rapporte les coûts de vinification à la bouteille, vous voyez qu'on est autour de 30 centimes par bouteille liés aux frais de vinification, 20 centimes pour l'élevage en muscadet. Et pour terminer, les coûts de conditionnement qui sont de l'ordre qui varient de 1,40 à 2,02 2,20 € pardon, de la bouteille. Sachant que là encore, c'est des repères. Évidemment, les coûts sont très fluctuants selon le type de bouteille que vous choisissez, le type de bouchon, les cartons, etc., les étiquettes. Donc là, c'est pareil, on donne un coût moyen, mais ça peut être très variable en fonction des décisions d'entreprise. Je rappelle, il y a 4-5 ans, on était aux alentours d'un 10
1,10 €, 1,20 €. Mm. Voilà, on voit que les matières sèches ont quand même bien augmenté sur cette dernière période. Donc là, on arrive à une augmentation de 16% en moyenne sur les coûts de conditionnement. Mais encore une fois, ça dépend des hypothèses que l'on retient. Et donc, si on reprend un peu les différents postes et qu'on essaye d'éditer leur représentativité du coût de la bouteille, donc vous voyez que la production du raisin en elle-même représente à peu près une trentaine de pourcents du coût de la bouteille, la vinification entre 5 et 8%, les frais de conditionnement entre 24 et 31%, et les frais de commercialisation de l'ordre de 30%. Donc c'est un peu un nouvel élément qu'il faut retenir aussi de ces nouveaux référentiels, c'est que grâce au travail avec AOC Conseil, bah, la méthode des calculs des frais de commercialisation est beaucoup plus robuste et ça montre bien que ça ne doit pas être pris à la légère et qu'un vigneron qui veut vendre son vin, eh ben, faut mettre les moyens derrière aussi et que vous voyez que, en l'occurrence, ça représente autant que la production du raisin en elle-même. Je vous en parlais tout à l'heure, un des messages importants qu'on veut passer aussi par rapport à notre objectif d'avoir des exploitations viticoles qui soient viables mais aussi transmissibles, ben, c'est que on a bien identifié dans nos référentiels que l'amortissement du matériel sur l'exploitation et le renouvellement du vignoble, ces deux postes-là peuvent représenter à eux deux plus de 30% du coût de revient. Et ça veut dire que si vous prenez une exploitation qui a du matériel amorti et qui refait pas forcément des plantations régulièrement, bah, effectivement, elle aura un coût de revient 30% plus faible, mais avec les limites que je vous évoquais tout à l'heure. Et donc là, en gros, 70% du coût de revient consiste à payer la pro, la main-d'œuvre et les charges de structure. Donc c'est quelque chose qui est relativement constant aussi d'un vignoble à l'autre. Le facteur rendement qui est déterminant, on voit cette année que dans certains vignobles, les rendements ont été très faibles et bah, sans aucune surprise, ça aura des impacts très importants sur la rentabilité des systèmes, la capacité à capitaliser l'entreprise et à rémunérer l'exploitant. Donc vous voyez que là, le premier enseignement, c'est que dès qu'on perd un hectolitre de hectare, en fait, bah, ça se traduit par une augmentation de 2% du coût de production, de façon assez mathématique et linéaire. Et ensuite, si on fait varier le rendement entre 35 et 65 hecto-hectares, bah, on arrive vite à des écarts de coût de production de plus de 160 euros à l'hectolitre. Donc ça c'est une information importante, effectivement, atteindre les rendements, puisqu'on voit que ça a quand même un impact fort sur le coût de production. Et donc atteindre les rendements, bah, c'est avoir un vignoble performant avec des plantations faites régulièrement en renouvellement et des pratiques culturales performantes. On voulait insister aussi sur l'enjeu de l'organisation du travail, sur les organisations viticoles, sur les exploitations viticoles et du management. Vous voyez que 28% du coût de revient est affecté à la rémunération de la main-d'œuvre, avec des pourcentages variables selon les étapes du cycle. Mais vous voyez que la production du raisin coûte environ 34% en charge de main-d'œuvre. Donc, c'est déjà important. Et vous voyez qu'évidemment, la commercialisation, où le facteur humain est d'autant plus important, on monte même à quasiment 60% du coût de revient qui est lié à la rémunération de la main-d'œuvre. Donc, pour tous les organismes que nous sommes, ces questions d'organisation du travail et de management sont des sujets vraiment à accompagner sur les exploitations viticoles parce que ça impacte grandement aussi la capacité des entreprises à maîtriser les coûts. Merci Guillaume pour ta présentation. On a vu l'enjeu, l'impact des coûts de commercialisation. Donc je te remercie Carl Frédéric d'avoir participé à notre étude. En quelques mots, si tu peux te présenter puis présenter AOC Conseil. Ouais, super. Tout d'abord, ouais, très heureux d'être là et très heureux d'avoir pu contribuer du coup à ce référentiel du vigneron. Alors, il faut savoir que c'est un référentiel que nous, à OC Conseil, on utilise régulièrement parce que, évidemment, ça permet d'y voir plus clair, ça permet de piloter les choses.
Moi, en quelques mots, donc j'interviens donc plutôt sur des questions commerciales, marketing, management, on vient d'en parler, ressources humaines, etc. Et donc, rattaché à AOC Conseil, on est 9 consultants sous forme de franchise. Donc, chacun est indépendant, mais cette équipe bah, nous permet de répondre à pas mal de questions depuis 18 ans. En ce qui me concerne, j'interviens depuis un peu plus de 5 ans, uniquement sur la Loire à présent avec, on va dire, une quinzaine de domaines que j'accompagne, justement du Muscadet jusqu'à Sancerre. Donc, bah, pour en avoir discuté avec la Chambre, c'est vrai que jusque-là, l'aspect de frais de commercialisation n'était pas forcément calculé de manière très précise. Donc, comment ça s'est passé? Eh ben, premièrement, bah, on a essayé de regarder finalement, un peu comme on regarde bah, sur quel rendement on va diviser bah, tous les coûts. La question, évidemment, c'est de savoir bah, par rapport à quel objectif de vente les frais de commercialisation vont être divisés. C'est-à-dire qu'en gros, en numérateur, il va y avoir bah, toutes les dépenses possibles, donc encore faut-il les définir. Et puis en dénominateur, ça sera le nombre de bouteilles qui sera souhaité être vendu. Alors, comme le disait Guillaume sur l'aspect plantation, qui est un investissement, bah, évidemment, les frais de commercialisation aussi, on voit ça comme un investissement qui permettent aussi bien de développer que de pérenniser les ventes, hein. Ça dépend où on se situe, mais c'est vrai que même quand on est malheureusement après une petite récolte, eh ben, commercialiser, ça représente aussi des dépenses puisqu'il faut maintenir sa distribution. On verra tout à l'heure que ces frais de commercialisation, ils sont très variables. Ils dépendent évidemment des dépenses, mais aussi, un peu comme le rendement, du nombre de bouteilles qu'il y a en face. Pour faire simple, si on recrute un commercial, évidemment, c'est pas du tout la même chose si à la fin il vend 10 000 bouteilles ou s'il en vend 200 000. Et donc, bah, différentes hypothèses qui ont été prises en fonction des 4 référentiels. Et là, en fait, les hypothèses, c'est par rapport à la distribution qu'elles ont été prises. On a considéré qu'il y avait 3 grandes familles, à savoir les particuliers, les professionnels France, qu'ils soient cavistes, grossistes, grande distribution, et puis l'export. Voilà. Et donc, c'est vrai que bah, nous, on le voit sur le terrain, hein, chacune de nos régions de la Loire a un peu ses spécificités. Le Sancerre, par exemple, ou toute la région de Sancerre, hein, est globalement plus exportée, par exemple. Donc, ce sont évidemment aussi des hypothèses qu'on a pris en compte pour pouvoir calculer les frais de commercialisation par région, mais aussi par type de distribution. Néanmoins, on a voulu prendre ici sur cette présentation-là un modèle, je dirais, un peu moyen. Donc, dans les référentiels PDF ou papier, vous aurez un modèle pour chaque région. Et là, juste sur cette présentation, pour bien expliquer la méthodo, on est parti sur, on va dire, une hypothèse un peu moyenne, si vous voulez, pour que vous compreniez bien la logique, quoi. Voilà, donc 120 000 bouteilles vendues, 30% particuliers, 40% France, professionnel et 30% export. Alors, les frais de commercialisation, on va dire qu'il y en a 2 grandes familles. Il y a ceux qu'on va utiliser, qui vont être nécessaires pour l'ensemble de la distribution, et puis certains qui vont être nécessaires pour tel ou tel type de distribution. Exemple, si je mets à jour mes étiquettes, ça va être utile pour toutes mes ventes. Par contre, si je réorganise mon caveau, si je refais toute la peinture, l'ameublement, etc., ça aura un impact uniquement pour les particuliers. Voilà. Globaux, Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas affectés à un circuit de commercial précis. C'est quelque... exactement. Ok. Voilà, c'est vraiment à 2 niveaux. C'est-à-dire que on va avoir les frais de commercialisation globaux, et puis après, on aura des frais de commercialisation spécifiques en fonction de la distribution. Et évidemment, on additionnera les deux pour pouvoir arriver à des frais de commercialisation totaux, quoi. Voilà. Donc, différentes hypothèses, hein. Voilà, des recrutements, des secrétaires à mi-temps, développement de chartes graphiques, site internet, gamme de étiquettes, création de fiches techniques, reportage photo, création de brochures papier, participation à des concours, appel à échantillons, un type Wine Spectator, Decanter pour les internationaux et l'IGR
tout ce qu'on veut, concours général agricole, etc., pour les Français, guide achète, etc. Et puis création d'une revue de presse qui va avec. Voilà. Alors, ces prix-là, si vous voulez, ce sont des prix constatés, hein, constatés par rapport, du coup, à nous, ce qu'on voit voilà, dans tous les bilans et comptes de résultats qu'on peut voir. Voilà, quoi. Donc, on a déjà, si vous voulez, un coût par bouteille par rapport à ces frais de commercialisation globaux. Et puis après, Il est comme de je disais, 56 centimes de l'euro de la bouteille. exactement, Le chiffre ouais, se tout à trouve en fait. bas. Exactement, exactement, voilà. Alors, ce qui est intéressant, hein, comme remarque, c'est que bien évidemment qu'il faut investir aussi dans l'outil de production, mais notamment par exemple pour la mise à jour d'un site internet ou la mise à jour de certaines étiquettes, le travail avec un graphiste, tous ces frais-là, finalement, bah, si on les divise par rapport à l'ensemble des bouteilles, ça revient pas forcément à des grosses dépenses. Donc voilà, parfois on se dit, bon, j'ai pas envie de trop dépenser pour améliorer un peu mes étiquettes. Encore une fois, voilà, il faut voir la dépense par rapport au fait de le diviser par le nombre de bouteilles. Frais de commercialisation de particuliers, donc là, différentes choses qui peuvent exister. Saisonniers, travaux d'aménagement, signalisation, salon particulier aussi, et puis des courriers papier notamment. Donc ce sont différentes hypothèses qui peuvent exister. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que mettant en valeur ces différentes hypothèses, si, par exemple, vous ne participez à aucun salon particulier, ou au contraire, vous participez à 15 salons particuliers, bah, c'est assez facile, si vous voulez, d'augmenter ou de diminuer vos dépenses et donc de recalculer ça par bouteille, quoi. Dans Voilà. ce cas précis, on peut dire que le particulier, on arrive à 1,10 € si on additionne les deux chiffres globaux plus les 50 centimes, frais de Exactement. commercialisation. D'accord. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Voilà. Si on continue du coup avec les professionnels, alors encore une fois, il faut déjà avoir les frais globaux, hein. Et puis, qu'est-ce qu'on peut avoir en plus? On peut avoir un salon, on va dire, à envergure nationale. On peut avoir des produits dérivés, comme la fameuse doudoune qui devient une grande mode, voilà, comme voilà, différents produits dérivés, des verres, des tire-bouchons, des choses comme ça. Et puis, évidemment, surtout, ce qui va avoir un coût important, ce sont les déplacements en France. Donc, même si chez nous, pour les vins de la Loire, on a quand même une bonne part des ventes dans un grand quart nord-ouest qui irait de Lille jusqu'à La Rochelle, voilà, on a ces frais de commercialisation qui sont importants. Et là, encore une fois, si vous vous déplacez que 10 ou 15 jours, évidemment, ça va jouer fortement sur ces frais de commercialisation. Et j'en sais bien quelque chose pour avoir été plus de 15 ans à l'export. Enfin, pour finir, l'export, justement, donc un peu les mêmes dépenses, si vous voulez, hein. Alors, un salon, on va dire, à envergure un peu plus internationale. Bon, pour faire un petit peu simple, on va dire que le salon à envergure nationale ou régionale, ça serait un petit peu le salon des vins d'Angers, levé de la Loire, même s'il coûte moins que 3 000 euros. Mais encore une fois, attention, hein, il n'y a pas que les frais d'inscription, il y a les déplacements, il y a les échantillons, il y a la main-d'œuvre sur place. Et puis les salons internationaux, ça serait plutôt Wine Paris aujourd'hui, qui lui coûte voilà, pas loin de ça pour les inscriptions, et puis un peu plus évidemment pour tous les frais annexes. Là aussi des produits dérivés, et puis surtout, évidemment, des déplacements, notamment en Europe, mais aussi grand export, c'est-à-dire Amérique ou Asie. Et là, évidemment, c'est tout de suite plus de dépenses. Donc, bien évidemment, encore une fois, tout dépend de ce qu'on met en dessous, on va dire, comme dénominateur. Là, on vise 36 000 bouteilles à l'export, et vous le verrez sur les référentiels spécifiques. Si on est, par exemple, sur des appellations plus exportées, on aura du coup, en général, des volumes plus importants voilà, à l'export, et donc un coût qui sera plus amorti, quoi. Voilà. Donc ça, ce sont des... L'idée, si vous voulez, c'était, comme pour la production, hein, à la fois de donner des prix moyens, mais surtout de donner la capacité à chacun de pouvoir un peu recalculer les choses, voilà, d'ajuster les choses par rapport à ses propres pratiques. Et donc, encore une fois,
De la même manière que Guillaume et Christophe ont vraiment appuyé l'aspect rendement, bah, moi j'appuie vraiment l'aspect objectif, voilà, objectif de vente. Typiquement, si on n'a que, je dis n'importe quoi, 30 000 bouteilles à vendre, évidemment la question se pose vraiment de recruter quelqu'un, quoi. Voilà, donc ça ce sont vraiment des choses importantes. Voilà. Merci, Karl Et Frédéric, pour avec l'ensemble plaisir. de ce travail-là. Je vais intervenir assez rapidement sur une notion qui nous paraissait hyper importante, qui est la notion de création de valeur. Création de valeur, marge de sécurité. Pourquoi? Puisque à travers le référentiel du vigneron et les chiffres qu'on vous présente, on arrive à un coût de production d'une bouteille, conditionnée bien sûr, et commercialisée. Mais il y avait une chose qui nous paraissait importante, c'était déjà d'intégrer les aléas climatiques, puisque on passait grosso modo d'une perte de récolte tous les 10 ans à quasiment 1,5 à 2 récoltes tous les 10 ans. Donc c'est comment on intègre ces aléas climatiques, ces aléas de marché, comment on prend en compte le renouvellement du matériel et la rémunération du capital de l'entreprise. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, toutes les heures passées sont rémunérées à 21 euros de l'heure. Et vous allez me dire, oui, mais le chef d'entreprise, il a sûrement une rémunération ou une estimation de la rémunération plus importante. Donc, à travers le tableau que je vais vous présenter très rapidement, je vais vous présenter comment on peut intégrer ces trois éléments. Ce qui est important, c'est d'intégrer une marge de sécurité à l'entreprise, parce qu'on voit très rapidement, dès que le rendement chute, bah, les coûts de production augmentent, et c'est pas pour cela que le vigneron va augmenter ses tarifs. Et point important également, c'est que l'entreprise puisse se dégager de la trésorerie afin d'accompagner bah, les différents projets de développement, que ce soit lié à la biodiversité, comment dire, à la modernisation de son entreprise, et aussi que l'entreprise reste attractive dans une perspective de transmission. Et j'aurais pu commencer là-dessus. Au niveau des plans filières des différentes interprofessions, la création de valeur est quand même un sujet qui revient un peu partout. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces trois tableaux. Ce qui est important dans la marge de sécurité, on a pris en compte l'hypothèse d'une perte de récolte, 1,5 perte de récolte tous les 10 ans. Et on a analysé la perte de chiffre d'affaires que ça pouvait valoir sur le nombre de bouteilles. Et on s'est dit, la marge de sécurité qu'on pourrait rajouter à notre coût de production serait de 73 centimes. Ça veut dire que on a le coût de production d'une bouteille commercialisée et on rajoute une 0,73 centimes qui permet d'anticiper une éventuelle baisse liée à la récolte. Autre hypothèse qu'on a rajoutée sur la marge de sécurité, c'est d'intégrer donc le renouvellement et la modernisation de l'outil de production. Donc on arrive à travers nos calculs à 30 centimes. Et troisième point, je vais appeler ça la surrémunération, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, toute heure passée sur le domaine est rémunérée à 21 euros de l'heure. Et donc, pour le chef d'entreprise, on a rajouté une rémunération de 30 000 euros divisée par le nombre de bouteilles, ce qui fait donc, grosso modo, une augmentation du coût de production de 38 centimes. Lorsqu'on rajoute ces trois valeurs, on arrive à 1,41 euros de la bouteille qui prend en compte ces différentes marges, donc marge de sécurité liée aux aléas, marge qui permet de renouveler le matériel et l'outil de production pour le rendre plus pérenne et prendre en compte aussi la rémunération. Alors, c'est un exercice qui est toujours difficile. Ça fait plusieurs années qu'on se gratte la tête pour que notre méthode soit le plus robuste. En tout cas, la finalité de cette approche, c'est de bien prendre en compte dans le coût de revient les différents facteurs d'aléas, que ce soit aléas climatiques, aléas de marché, et qu'on soit bien sur une pérennité de l'entreprise. Alors, Guillaume, tu as quelques exemples à nous présenter Oui, donc, qui prend en compte le coût de production et la marge de sécurité sur un travail que tu as fait dans le Muscadet.
Donc pour vous illustrer, donc vous avez vu les référentiels économiques, c'est des documents basés sur un cas type généraux pour un vignoble qui donnent des repères moyens. Par contre, avec certaines appellations, parce que c'est un outil qui est au service de la filière, on peut aller beaucoup plus précisément. Et à titre d'exemple, là, vous avez le travail qu'on a réalisé avec des vignerons du Muscadet sur une segmentation de gamme et sur des tarifs cibles et comment les. Donc, on a édité des discriminants pour chaque segment de gamme qui impactaient le coût de production à l'arrivée. Et donc, on avait en gros trois segments de gamme, un muscadet 3-6 mois à 55 hectolitres hectares pour un tarif cible TTC consommateur à 7 euros, un muscadet 12 mois 45 hecto-hectares avec un tarif cible TTC de 10 euros et un muscadet DGC de 40 hecto-hectares avec un tarif cible estimé à 15 euros. Et donc on voit que si on arrive à atteindre les rendements cibles, bah, vous voyez le coût de production qui est à un certain niveau et vous voyez la marge de sécurité et de développement de l'entreprise est variable selon les segments de gamme. Et vous voyez que par exemple sur le premier segment de gamme, Muscadet 3 à 6 mois, ben, on ne parvient pas à dégager de marge commerciale. Et on différencie la marge commerciale de la marge de sécurité de développement. La marge de sécurité de développement étant là pour financer la solidité de l'entreprise. Et la marge commerciale, on met derrière ce terme toute la part d'immatériel, toute la part d'histoire que le vigneron rajoute et qui permet de rajouter quelques centimes à l'arrivée. En gros, c'est le talent de vendeur du vigneron. Et donc là, on voit que bah, pour le muscadet, on avait estimé la marge de sécurité de développement à 2,03 €. On voit que sur le premier segment, ça ne le permet pas. On voit qu'on arrive à le faire sur les deux autres segments au rendement cible. Et par contre, si on est comme cette année avec des rendements beaucoup plus faibles de l'ordre de 30 hecto-hectares, c'est la diapo suivante, bah, vous voyez que là, par exemple, sur le premier segment, on n'arrive même plus à financer en fait la sécurité et le développement de l'entreprise, et on arrive à le financer péniblement sur les deux autres segments de gamme. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec des collectifs de vignerons, en l'occurrence ici la Fédération des vins de Nantes et les vignerons indépendants du Nantais, et qui nous permettent d'aller très précisément sur les contraintes de prix que les vignerons doivent s'appliquer dans leur commercialisation pour pérenniser leurs entreprises. Et dans l'occurrence, là, ça nous a permis aussi de ressortir la problématique qui existe lorsqu'on n'atteint pas les rendements. Donc, dans le premier cas, la notion de résilience est quand même assez difficile. C'est-à-dire que s'il y avait un aléa climatique ou un aléa de marché, on est sur un système quand même Ouais. plus fragile. C'est bien Oui, ça? oui, voilà, ouais. Donc en conclusion, donc pour revenir, donc les référentiels économiques, c'est un outil important pour bien comprendre les leviers de maîtrise des coûts, identifier les postes de charge et comment ces postes de charge et ces coûts varient selon les rendements, évidemment, on en a largement parlé, la gestion de main-d'œuvre et les investissements réalisés sur les exploitations. L'enjeu, c'est de consolider ses prix de vente. Consolider ses prix de vente, c'est être en cohérence aussi avec le plan filière des interprofessions du Val-de-Loire, qui vise à augmenter la création de valeur dans les vignobles. Donc, c'est des repères qui doivent permettre aussi aux vignerons de bien valider que leur prix de vente est cohérent par rapport à leur coût de production. Euh, Au niveau des cibles, donc c'est évidemment pour les vignerons, mais c'est un outil qui est aussi précieux pour tout l'enseignement viticole, pour les futurs installés, les vignerons de demain, les porteurs de projets. C'est un outil qu'on met aussi à disposition des partenaires économiques, banques, assurances, centres de gestion, et aussi des élus et des décideurs de la filière. Et comme vous l'avez vu à travers les deux dernières diapositives, les référentiels économiques existent et apportent des repères en tant que tels, mais ça ne se veut pas exhaustif et on peut vraiment produire des chiffres très précis, contextualisés à un contexte par exemple IGP ou alors des appellations comme on l'a fait dans le segment de gamme à travers la segmentation de gamme Muscadet. Nos Donc, coordonnées? ouais, donc voilà, effectivement, donc bah, comme on vous l'a dit en début
de réunion, c'est un travail collégial du réseau des chambres d'agriculture du Val-de-Loire avec le partenariat OC Conseil. Donc après, selon votre zone, selon la zone dans laquelle vous opérez, bah, vous avez vos contacts traditionnels, que ce soit la chambre d'agriculture Pays de la Loire, la chambre d'agriculture Indre-et-Loire, la chambre d'agriculture du Loir-et-Cher et la chambre d'agriculture du Cher. Il est 13h45, on est pile poil On est pas dans notre mal, on est pas timing. mal. On vous propose dans le menu conversation, si vous souhaitez nous poser des questions. Déjà, vous avez dû remarquer les deux liens pour télécharger donc, les 4 référentiels. Donc, Pays de la Loire, donc Muscadet, Anjou, Guillaume, et Indre-et-Loire et Sancerre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Sancerre. Si vous avez quelques questions, donc n'hésitez pas à le noter dans la conversation. Je ne sais plus si tu l'as précisé, Christophe, donc c'est une présentation qui est enregistrée, et donc Bien sûr. et voilà, pour lequel vous aurez Alors, des possibilité de reprendre. informations. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Informations sur le bio. Guillaume, tu veux répondre, notamment sur la Oui, alors partie. effectivement, donc là, aujourd'hui, on s'est focalisé sur, on ne pouvait pas donner tous les chiffres, mais dans chaque référentiel, vous retrouverez à chaque fois des coûts hectares, des coûts de production du raisin conventionnel et des coûts de production en bio. Donc sur les écarts de prix entre le bio et le conventionnel, le référentiel économique permet de mettre en avant, par exemple, sur le coût de production du raisin, les étapes du cycle de production où on a des différences entre les systèmes bio et les conventionnels. Et donc, à l'arrivée, ça se traduit par une différence d'hectolitre, de coût à l'hectolitre pas forcément très importante, à rendement constant. Par contre, là où on va creuser l'écart de coût de production entre des systèmes bio et des systèmes conventionnels, c'est quand on va avoir un- une exploitation bio qui produit des rendements beaucoup plus faibles que les rendements conventionnels. Et c'est à ce moment-là qu'on va dégrader le coût de production par rapport au conventionnel, mais de base, en lien avec finalement le peu de... Ça va se différencier sur l'entretien des sols, sur les traitements phytosanitaires, éventuellement sur un peu de fertilisation à la marge, mais on va avoir des gros... Ça va principalement jouer sur ces trois postes-là, et à l'arrivée, ça ne se traduit pas par des différences très importantes tant qu'on est à rendement constant. Mais par contre, évidemment, ça se dégrade dès qu'on a des écarts de rendement. Je Mais me donc permets de rebondir. Pardon. vous retrouverez les chiffres bio et conventionnels dans le référentiel. Je me permets juste de rebondir sur ce point parce que euh, on m'avait posé la question suite à la présentation qu'on avait faite ensemble au Cival sur le fait d'être en bio, à quel point ça pouvait améliorer comment dire, la rentabilité, alors pas sur la dépense, mais sur les prix qui étaient plus élevés. Donc il y a différentes voilà, présentations qu'on avait faites là-dessus. Alors aujourd'hui, on considéra que le bio est et reste malgré tout un argument supplémentaire pour vendre, mais n'est certainement pas un argument suffisant. Et donc, on l'intègre dans un marketing mix global. Pour ceux qui ne sont pas forcément en bio, il y a quand même une attente pour savoir quelles sont les pratiques qui sont faites, sans être forcément certifié. On se rend compte que, voilà, que c'est un élément de valorisation, mais qui doit être évidemment intégré avec voilà, beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais qui n'est vraiment pas négligeable non plus, quoi. Je vois le mot document, donc effectivement, nous avons un certain nombre de documents papier et et celles qui seraient intéressées, nous pourrons vous envoyer un certain nombre d'exemplaires et bien sûr, vous pouvez le télécharger en ligne. Alors, j'ai deux questions. Alors, peut-être Guillaume, plus sur le saumurois ou peut-être le chinonais, savoir un peu comment ont réagi les responsables professionnels sur la présentation des cours en rouge notamment au négoce. Est-ce que toi, de ton Euh, côté, tu as des retours, notamment lors de la présentation au CIVAL? alors des retours précis, si, enfin j'ai des échanges avec un certain nombre de responsables professionnels. En fait, donc nous on donne des coûts de revient qui permettent de rémunérer l'entreprise et la production du raisin et du vin. Après, il y a malgré tout une réalité de marché et on constate que évidemment ponctuellement les coûts de revient peuvent
peuvent être déconnectés de la réalité des cours du négoce, c'est une réalité. Mais en fait, c'est aussi lié au marché. Et donc, le raisonnement derrière ce référentiel, c'est aussi de dire que il y a une réalité de coût, il y a une réalité de coût de revient à produire du raisin et du vin à des rendements donnés. Après, le vigneron, une fois qu'il a fait ces constats-là, il a plusieurs possibilités. Euh, soit il fait les rendements et il a des marchés cohérents avec ses coûts de production, et dans ce cas-là, tout va bien. Soit il constate un écart important entre ses coûts de production et, ses marchés au prix auquel il vend son vin. Et dans ce cas-là, bah, c'est toute une réflexion qu'il faut avoir sur l'exploitation de restructuration de ses débouchés commerciaux et de réflexion. Alors, ça peut être soit la maîtrise des charges, c'est-à-dire je constate que mon coût de revient est trop élevé par rapport à ce que je vends. Et dans ce cas-là, j'essaye de diminuer mes charges potentiellement en allant vers d'autres itinéraires techniques, d'autres objectifs de rendement, etc. Ou alors, bah, je travaille une restructuration des marchés pour avoir des marchés cohérents avec le vin que je suis capable de produire à un prix donné, quoi. Donc c'est tout ce raisonnement-là que ce référentiel économique doit amener aussi dans la stratégie d'entreprise, quoi. Alors, Guillaume, j'ai encore une question pour toi sur est-ce que tu as des repères, est-ce qu'on a des repères sur notamment l'impact de la mortalité au niveau des plantations avec les frais en plus et les pertes de rendement? Alors, simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une base de données, on a des outils très puissants derrière le référentiel, ce qui veut dire que si demain on devait faire des simulations sur la mortalité, aujourd'hui, on est en capacité de le faire, Mm. Guillaume. Oui, oui, on est. En fait, ce qui est. Donc là, il y a ces référentiels qui existent, il y a les repères qu'on produit, et derrière, effectivement, il y a quelque chose qui est très important, c'est que l'outil, il est disponible pour toute la filière et qu'on est en mesure de recalculer des choses sur mesure en fonction des chiffres que chacun souhaite plutôt simuler et des contextes de chaque exploitation. Donc, on est capable de le faire. Dans le référentiel économique actuel qu'on présente aujourd'hui, on n'a pas chiffré le coût lié à la mortalité des pieds, sachant qu'indirectement, ce coût-là, il se traduit par une perte de rendement. Et par contre, dans le référentiel, on illustre bien l'impact de perte de rendement sur le coût de production. Donc, chiffrer l'impact de la mortalité des pieds via des baisses de rendement, vous pourrez retrouver vos billes dans les référentiels économiques. Après, des frais en plus, vous voyez que par exemple, on amortit la vigne sur 25 ans, on aurait pu l'amortir sur 30-35 ans, mais on fait le choix de l'amortir aussi sur 25 ans parce qu'on considère aujourd'hui qu'une vigne, bah, passé 25 ans, on peut avoir dans certains systèmes des problèmes de productivité. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas engagé à aller au-delà de 25 ans sur le renouvellement du vignoble. 25 ans, et ça c'est important aussi dans l'accompagnement des entreprises viticoles, ça veut dire que une entreprise qui amortit ses plantations sur 25 ans, bah, si elle a 25 hectares, elle est en mesure de planter 1 hectare tous les ans. Et là encore, c'est une structuration d'entreprise qui est nécessaire derrière pour pouvoir le faire. Alors, point important à préciser, on l'a vu que sortir un référentiel tous les 4 ans avec l'évolution des coûts et puis d'un certain nombre de charges, aujourd'hui on est en capacité de le remettre à jour plus souvent. Et on se posait la question, voilà, aujourd'hui on va le sortir tous les 2 ans, et s'il y avait besoin de faire une photographie chaque année, on est en capacité de le faire en suivant de façon très précise un certain nombre de charges, Guillaume. Mm. Oui, oui. Euh, Est-ce que... Je rebondis peut-être Vas-y, juste par rapport à cet aspect négoce avec bah, le fait que, voilà, comme disait Guillaume, clairement, surtout si les rendements ne sont pas atteints, une partie des ventes peut être faite à un prix en dessous du coût de production. Et comme le disait Guillaume, bah, après, c'est justement de se donner les moyens pour faire évoluer en partie sa distribution et éventuellement bah, moins jouer sur des ventes négoces, hein. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. Pas mal de domaines voilà, sont évidemment dans cette logique-là, pour plusieurs raisons, soit pour des questions de rentabilité, mais aussi pour voilà, avoir une certaine sérénité. Mais ce sont des choses qui sont voilà, tout à fait possibles à développer pour avoir plus de distribution sur des marchés plus porteurs, quoi.
Voilà. Et Carl Frédéric, une question pour toi. Est-ce que les actions de formation, notamment liées à la commercialisation, ont été prises en compte sur les coûts de commercialisation? Alors, ouais, enfin, c'est un outil super puissant et donc nous, on l'utilise. Malheureusement, on voit encore beaucoup d'exploitations qui n'ont pas de calcul de coût de production. C'est quelque chose qui est parfois fait avec les cabinets d'experts comptables. C'est quelque chose que nous, dans nos accompagnements, on met en place quand c'est pas fait. Et évidemment, bah, quand on n'a pas des coûts de production spécifiques à son exploitation, le référentiel, comme son nom l'indique, permet d'avoir une idée des coûts. Voilà, donc c'est hyper important. Nous, on fait beaucoup de formations, notamment sur les mises en place de tarification. C'est la base pour ensuite aider à la prospection. Et donc, du coup, ouais, forcément, c'est la base. Ça permet aussi de cadrer toute sa gamme, parce qu'en fait, chaque cuvée a a son propre coût de production, quoi. Je prends une dernière question parce que le temps avance. Est-ce que vous envisagez de faire des modélisations sur différents modèles, viables ou non viables? Alors, je peux répondre aujourd'hui, on n'a pas prévu d'études spécifiques, mais je regarde Guillaume, si demain on avait une commande de ce type-là, notamment pour voir la robustesse de certains systèmes, aujourd'hui on a les outils permettant de le faire. Ouais. Ben, d'ailleurs, il y avait une question aussi sur la TRP et aujourd'hui, on travaille avec le syndicat IGP en fait, on a un travail commun avec le syndicat IGP sur la mise en place de vignobles dédiés à la production d'IGP. Euh, Par rapport à la TRP, bah justement, dans le référentiel économique IGP, on part sur des systèmes en TRP et sur des rendements supérieurs à 90 hecto-hectares. Donc là encore, les coûts de revient sont complètement différents. Donc, comme disait Christophe, on est en mesure de répondre à des questions très ponctuelles et de s'en servir un peu comme un outil de modélisation, effectivement. Ouais. Et Alors, j'ai vu, il y avait une question enfin, il y avait une remarque sur la mutualisation de matériel. Effectivement, dans la présentation, on a insisté sur le poids de l'amortissement du matériel sur le coût de production. Et là encore, il y a des solutions qui permettent de faire des économies, les CUMA, le recours à des prestataires, donc qui peuvent aussi être envisagés dans une optique de maîtrise des coûts. je ne vois pas les liens pour le téléchargement. Il suffit de remonter la conversation Oui, tout à fait. et vous allez retrouver donc les deux liens. Ce que je ferai, c'est que comme j'ai l'ensemble de vos mails, dans les prochaines heures, je vous enverrai les liens pour ceux ou celles qui n'auraient pas pu le prendre. Je vous propose de stopper là. Carl Frédéric, Guillaume, un Ouais, autre mot? il Oui. y aura, pour répondre, alors j'avais pas bien compris la question, peut-être sur les formations. Il y a différents projets hein, de formation qui sont en train d'être définis justement suite à ces référentiels. Voilà. Merci à tous et toutes pour Merci votre Michel. participation. Merci Merci Michel. beaucoup. Donc, Merci à tous. pour l'anecdote, on avait donc Michel Badi en tant que participant, qui est un acteur historique du référentiel économique pour la Chambre d'agriculture. Voilà. Voilà, donc. Allez, merci à tous. À Au bientôt, au revoir. revoir, merci.